Viens mon beau, mon chéri. C'est le repère secret d'une des plus grandes chanteuses brésiliennes. Elba Ramalho, 10 millions de disques vendus. Ce que j'aime le plus ici, c'est sentir l'odeur de la nature, de la terre. C'est mon refuge. La star passe des vacances en famille dans sa propriété de Trancoso, la station balnéaire la plus en vue du Brésil. Alors voici ma fille, Maria. Là c'est ma nièce. Venez, je vais vous présenter mes employés. Donna. Alors Donna c'est ma cuisinière et Ella c'est la gardienne de la maison. Ça sent bon l'ail. Aujourd'hui, c'est crevettes grillées et filets mignons au gorgonzola. Un parc d'1 hectare avec piscine et une maison de 9 pièces de style thaïlandais que l'artiste a entièrement décorée elle-même. Là, ce sont des sculptures régionales. C'est un trio de musiciens qui jouent du foro. Sa propriété est estimée à 2 400 000 €. J'ai dû beaucoup chanter. Il m'en a fallu des concerts pour payer cette maison. Parce qu'à Trancoso, tout a un prix. En 40 ans de carrière, cette star de la chanson populaire a bercé la jeunesse de millions de Brésiliens. Ses sorties dans le village passent rarement inaperçues. Est-ce qu'on peut faire une photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Mets-le comme ça. Regarde comme on est belle. Ici, Elba aime se donner l'air accessible, presque ordinaire. Venez, venez. Ça va? Ça va. Vous avez passé du bon temps, vous êtes toutes bronzées. Je me sens tellement libre ici. Toutes les personnes qui viennent le ressentent. J'arrive toute stressée car mon travail est intense. Je voyage beaucoup au Brésil, dans le monde entier. Je donne des concerts, j'enregistre des disques. Et quand j'arrive là, c'est la fête. On se sent vraiment béni pour ça. Dans le pays qui compte le plus de millionnaires d'Amérique latine, ces plages sont devenues le refuge des ultra-riches. À 1000 km au nord de Rio, Trancoso, le Saint-Tropez du Brésil. Sa place d'hélice, le Quadrado, une enfilade de maisons de pêcheurs classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La parfaite carte postale, où se mélangent les locaux et les voyageurs fortunés. Le footballeur Neymar, Naomi Campbell ou encore Beyoncé ont foulé ces 7 km de plage préservée. Ici, pas encore de boutiques de grandes marques ou de boîtes de nuit branchées, mais des soirées privées, des hôtels de luxe où la chambre coûte 1 500 € la nuit, et des dizaines de villas somptueuses qui s'arrachent jusqu'à 40 000 € la semaine. Ce matin-là, de riches clients arrivent de Sao Paulo en jet privé. Raccourcis un peu les tiges de quelques centimètres là devant. Tachi, tu peux mettre la table dehors? Ils seront 5. Un grand avocat et sa famille séjourneront pendant 10 jours dans cette maison de 650 mètres carrés. Tout est prêt dans le sauna? Le loyer est exorbitant, 8 400 € la semaine, 50 fois le salaire mensuel minimum dans le pays. Je teste l'eau chaude. Le personnel est compris dans le tarif. Teresa n'est pas la propriétaire. Elle est à la tête d'une agence immobilière et touche 15% de commission sur chaque location. Située dans le centre du village, son entreprise gère un portefeuille de 80 villas et emploie 10 salariés. Raoul, il faut que je te parle. Teresa l'a créé avec son mari Raoul.
Le couple a quitté Sao Paulo il y a 7 ans pour se lancer dans l'immobilier de luxe. Je voulais voir avec toi quand est-ce qu'on pouvait faire la réunion avec le propriétaire de la maison de Barra Grande. Elle travaillait dans le milieu de la mode, Raoul dans la finance. Lui s'occupe de la vente des villas. Celle-ci fait partie des plus belles maisons. Il y a une terrasse avec vue sur la mer au-dessus du jardin. Elle vaut 4 millions d'euros. Ça fait partie des maisons les plus chères du Brésil, sans aucun doute. Le prix moyen est très élevé à Trancoso. Des villas somptueuses, mais des routes qui le sont moins. Ça balance un peu. Il y a eu des projets pour bétonner les routes et mettre des pavés dans les rues de Trancoso. Mais on a fait pression pour que ça ne se fasse pas. Sinon, on allait voir arriver des hordes de touristes. Ce boom du marché immobilier a permis à certains Brésiliens de faire fortune. Salut, je suis passé devant ton bureau. Mais fallait entrer. Comme Flavio, un architecte d'intérieur originaire de Rio, devenu millionnaire. Il possède 7 villas à Trancoso. Celle-ci est à vendre avec tout le mobilier et la décoration, comme c'est l'usage ici. 468 mètres carrés, 5 chambres, avec piscine et vue sur mer. Prix de vente, 1 400 000 euros. Voilà de l'eau de coco fraîche de Bahia. Bien fraîche. Raoul voudrait y apporter quelques modifications pour la rendre encore plus attractive. Il ne faudrait pas gâcher cette vue avec une construction ou trop de végétation. Mais je pourrais installer une pergola, par exemple, ou des hamacs. Oui, tu peux. Ce qu'il faudrait faire surtout, c'est agrandir la piscine. Flavio a bâti sa fortune grâce à une première maison achetée en 1999, revendue 10 ans plus tard, 30 fois plus cher. C'était une grande ferme avec 280 mètres de plage privée. Un homme très riche est venu. Il est tombé amoureux de la maison et il l'a achetée. Après cette vente, on a construit 3 maisons et ainsi de suite. Ma chance, c'est d'avoir été au bon endroit, au bon moment. Le déferlement de millionnaires a bouleversé le destin du village, qui il y a encore 25 ans ne comptait que 300 âmes. Salut. Joao est un nativos, un natif de Trancoso. Bonjour, ça va? Son père Elias et sa mère Jeannette vivent désormais grâce au tourisme, là où leurs ancêtres subsistaient grâce au troc et à la pêche. Il y a du jus d'ananas avec de la menthe. Jeannette gère son propre restaurant, tout comme sa grande sœur Silvana. Joao, lui, tient la seule pizzeria du Quadrado. Ma mère était une guerrière et elle nous a transmis ça. Être prête à tout et ne jamais se décourager. Les parents de Jeannette et Silvana ont connu une vie rude. Là, c'est mon papa, là, c'est ma maman. Leur père était charpentier, leur mère fabriquait du pain pour le village. Elle aimait s'asseoir comme ça près de la porte. Elle se reposait en attendant que la pâte cuise. Trancoso ne compte alors qu'une trentaine de bicoques, au sol en terre battue, sans eau courante ni électricité. Un quotidien modeste, coupé du monde, soudain bouleversé par l'arrivée d'étranges barbus à la fin des années 70. Des hippies. Ils marchaient à moitié nus, les femmes portaient des bikinis. On pensait que c'était des tziganes. Ma mère disait que c'était des femmes sans vergogne, parce qu'elles ne cachaient pas leur corps. Ça a un peu effrayé nos parents. Tous ces étrangers, tous ces changements. C'était un choc. Ils échangeaient des terres contre des frigidaires, contre une bicyclette. Ils échangeaient tout. Mon beau-frère, il a échangé une maison sur le Quadrado contre une radio. Ma sœur n'était même pas au courant. Quand elle a appris ça, elle était furieuse. Mais c'était trop tard. Mon père n'a jamais troqué ses terres. Il a été très intelligent. Une sagesse payante.
La maison qu'elle a héritée de son père, à 2 pas du Quadrado, est aujourd'hui estimée à 900 000 €. Jeannette et son mari Elias ont décidé de la mettre en vente. Dans la rue, c'est la dernière maison qui appartient à des natifs. Ça va faire comme à Saint-Tropez un peu. C'est triste. C'est pareil au Quadrado. Il n'y a pratiquement plus que des étrangers. Ça perd un peu de son charme. Allez, viens. Avec l'argent de la vente, Jeannette veut réaliser son rêve. Acheter les murs du restaurant qu'elle tient depuis 20 ans sur le Quadrado. Pour séduire ses nouveaux clients, habitués aux restaurants branchés des grandes villes, Jeannette a introduit de nouveaux plats, comme ce ceviche de merlu à la mangue. C'est sophistiqué, hein? C'est fait avec amour. Ou encore, cette recette de poulpe au vin rouge. J'ai dû prendre des cours de cuisine parce que les clients devenaient exigeants. Ils veulent goûter d'autres choses, alors il faut tout le temps innover et inventer de nouveaux plats. Viens, on va prendre une photo. Miel, la fille de Jeannette, a même convaincu sa mère de se mettre aux réseaux sociaux. Mets-toi de l'autre côté maintenant. Elle est très bien. Là, j'ai rajouté un filtre. Ah, ça rend encore mieux. Je vais la poster sur Instagram. C'est le progrès. Un monde nouveau. Les gens arrivent, ils ne demandent même plus quel est le meilleur plat. Ils demandent le code Wi-Fi. C'est le monde moderne. Il faut suivre. Autre signe des temps modernes, Jeannette, petite fille de pêcheur, se fait désormais livrer son poisson 1 fois par semaine de la grande ville voisine. Et dès qu'elle le reçoit, elle le congèle. C'est que du poisson. Je dirais que j'ai 250 kilos. Le soir, les terrasses du Quadrado s'illuminent et se remplissent. Voici la langouste et son velouté de crevettes. Bon appétit. Merci beaucoup. Le plat le plus cher de la carte, à 35 €. Les tarifs ici avoisinent ceux des restaurants chics de Sao Paulo. Ah, c'est délicieux. Merveilleux. Le restaurant de Jeannette sert jusqu'à 300 couverts par jour. En face, Joao, son fils, cible une clientèle moins fortunée avec sa pizzeria et ses chambres d'hôtes. Il l'a créée avec sa femme Claire, une Parisienne de 48 ans. Ancienne assistante réalisatrice dans le cinéma. Alors, essa... Eu gostei desse vento aqui, ó. Que delícia. Eu coloquei o ar-condicionado porque tá quente. Muito bom. Ces deux couples de juristes, fraîchement débarqués de Rio de Janeiro, vont payer 120 € pour 3 nuits. Tá fresquinho. Vai lá da senha do Wi-Fi. La terrasse. Super, un hamac. Le tarif minimum pour s'offrir un peu de ce paradis pour riches. Il y a plein de gens célèbres qui viennent ici. C'est un endroit très connu au Brésil, notamment pour organiser des mariages. Et comme on va se marier, je me dis qu'on pourrait l'organiser ici parce que c'est un endroit magnifique. Et voilà la pizza. Pizza de João. Parisienne et la Roma. Normalement, c'est la Regina, je crois que ça s'appelle. Mais moi, je l'ai appelée la Parisienne. Pour faire... C'est la petite touche. Pour se la faire, quoi. Une chambre d'hôte, une pizzeria. La Parisienne et le natif voient même encore plus loin. Voilà, Claire. Leur nouveau défi, toucher eux aussi les millionnaires avec cette villa qu'ils ont fait construire et qu'ils s'apprêtent à mettre en location. La piscine, c'est obligatoire. Si t'as pas de piscine, tu loues pas. Un héritage de 300 000 € et toutes les économies du couple y sont passées. Question de standing, Claire a dû recruter une gouvernante. Então, Mary, tudo bem? Ó,
Hoje, qu'est-ce que falta para receber os hospedes? Isso, faltar 6. Falta 6 do pequeno. Il en faudrait 6 plus petits. Mais moi, la première location, j'ai un peu les pétoches quoi, de me rater. On ne doit rien oublier parce qu'une erreur, ça peut nous coûter cher. Ça ne peut avoir un mauvais retour sur la maison. Parce que le but, là, maintenant, c'est de louer et d'avoir des bons commentaires, des bonnes notes, voilà, comme à l'école, quoi. Pour parfaire la décoration de sa maison, Claire s'est fixé un budget de 600 €. Mais ici, les boutiques pratiquent quasiment déjà les prix de Saint-Tropez. Claire, viens par ici. Tu sais, sur la terrasse, derrière ton canapé. C'est très beau, très élégant. Quoi de coûte? 470. Ça fait moins de 100 €, ça c'est sûr. Pour le moindre coussin, comptez 50 €. Eu preciso de colocar 15, colocar 2. Bah quand même, 2 sur le canapé et 1 sur chaque fauteuil. Alors, quanto custa esse? 650 ou 850. 650 melhor. Então, Marissa. Alors Claire, le total, ça fait... Le total, donc c'est 14 990 reais. Soit 2370 €. Ça va rentrer dans la voiture? Ouais, mais j'ai encore de la place. Malheureusement, j'ai les poches vides. Claire pourra louer sa maison jusqu'à 11 000 € la semaine en haute saison. Des ultra-riches d'un côté, des ultra-pauvres de l'autre, comme dans le reste du Brésil. Dans l'ombre des villas de luxe, les faubourgs de Trancoso, beaucoup moins fastueux. La ville compte aujourd'hui 10 000 habitants et ne cesse de s'étendre pour abriter l'afflux de main-d'œuvre. Des jardiniers, des femmes de chambre, des serveurs venus de tout le Brésil en quête d'un emploi. Cléa a trouvé un poste d'aide cuisinière dès son arrivée il y a 1 an. On va mettre le masque. Sa colocataire, Gabrielle, est vendeuse. Je vais vous prendre 3 saucisses. Et c'est combien le kilo de bacon? 33 reals 99. 33 réals? C'est cher. Ici, les prix sont 2 fois plus élevés que dans la majorité des villes du pays. Regarde le kilo de riz. 8 réals, c'est absurde. Faire les courses ici, c'est horrible. Les tarifs, c'est abusé. Il devrait y avoir un prix pour les touristes, un prix pour les natifs ou les locaux. Mais ici, ils ne font aucune différence. Cléa gagne 165 € par mois, le salaire minimum au Brésil. Elle partage cette maison avec Gabrielle et 2 autres travailleurs. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est la chambre de mon amie et de son copain, avec vue sur ma chambre. Elle n'a qu'à ouvrir la fenêtre pour me voir là. Le loyer est de 120 € par mois. Tu vas utiliser les oignons et les tomates vertes, Gabi? Mais malgré tout, pour Cléa, Trancoso reste une terre d'opportunités, surtout dans un pays où le taux de chômage a atteint 14% à cause de la pandémie. Ici, c'est très facile de trouver du travail. Il suffit de marcher dans la rue et tu vois plein d'annonces affichées sur les devantures, surtout des postes d'aide cuisinière. Par contre, je passe tous les jours devant des choses super belles, mais inaccessibles. Je ne pourrai jamais me les offrir. Le quotidien de Cléa est aux antipodes des paillettes et des soirées chics. Comme celle à laquelle se rend ce soir-là la chanteuse Elba Ramalho. Elle donne un concert au Club Med de Trancoso. Tout le gratin est là, déchaîné. Il y a toujours plein de soirées, plein de joie, de bonne humeur, d'amour. C'est trop bien. En haute saison, Trancoso multiplie sa population par 3.
Presque tous les matins, Patrick part à leur rencontre. On voit vraiment que ça les amuse. Il y en a un qui a le dos vers le haut, position normale de nage, et l'autre, il a le ventre vers le haut. Alors ils s'amusent, ils s'approchent l'un de l'autre. Là, pour eux, c'est de la rigolade. Un ballet sous-marin de 2000 dauphins, sédentarisés dans cette baie. Une concentration unique au monde. La première fois où je suis venu, on est sorti en bateau. J'ai pas vraiment cru à ce que mes yeux voyaient, donc hein, et c'est encore la même chose. L'île brésilienne de Fernando de Noronha est depuis 23 ans le petit paradis de Patrick Muller. Maintenant, je connais pratiquement chaque rocher. Bon, là-haut, on appelle ça le pico. Au pico, c'est le rocher qui est emblématique de Fernando de Noronha. Voilà, on l'appelle le rugissement du lion. Quand il y a des vagues, donc il y a le bruit comme un lion qui rugit. Des eaux cristallines et des plages parmi les plus belles du monde. Bordées de falaises volcaniques, Fernando de Noronha, un confetti posé sur l'océan Atlantique, à 400 km des côtes brésiliennes. 4500 habitants, une seule route qui traverse l'île du nord au sud et se parcourt en seulement 15 minutes. Patrick, 63 ans, est le seul Français à vivre sur cette île du bout du monde. Il vit dans cette grande maison en bois avec toute sa famille. Oi, oi. E aí, mulherzinha, tudo bem? Sa femme, Anna, son fils Daniel. Dá beijinho, vovô, vai. Eita, que beijinho gostoso. Et Gabriel, son petit-fils. 3 générations, exilés sous le soleil, à 8000 km de la France. Je vais vous montrer un petit peu d'où je viens. Patrick a grandi loin des tropiques, à Griesbach, un village de 400 habitants en Alsace. Alors bon, là c'est toute la famille Muller d'Alsace. Hein. Bon là mon frère et puis moi avec mes jambes tordues et puis ma coupe à la brosse. Maman avec la première voiture de la famille, donc une 4 chevaux. Mon père, le beau militaire avec sa moto. À la fin des années 80, Patrick, alors électronicien, est envoyé en mission au Brésil par un groupe d'ingénierie. Il y rencontre Anna, une Brésilienne d'origine japonaise. Elle lui fait découvrir Fernando lors d'un week-end en amoureux. Il décide de s'y installer et crée un club de plongée. À l'époque, les touristes sont rares. Et voilà, ici c'est Marina. C'était presque impossible d'arriver ici, même pour le tourisme. Et après, nous sommes là, je crois, 23 ans. Et à chaque jour, ça améliore un peu, ça ouvre un peu. Mais même aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est compliqué vraiment d'arriver ici. C'est vraiment comme une île un peu interdite. Tous les Brésiliens, ils ont le rêve de passer ici, de connaître l'île une fois dans la vie. C'est comme la Mecca. Une Mecque, un paradis pour privilégiés. Au départ, pourtant, c'était plutôt un enfer. Au début du XXe siècle, on y envoyait les prisonniers les plus dangereux du Brésil. On survole bientôt Fernando de Noronha, petite île volcanique qui jalonne la route entre le Rocher Saint-Paul et Natal. C'est là que s'abrite le bagne brésilien. Les forçats sont employés au déblaiement et à la construction d'une piste destinée à recevoir les avions terrestres transatlantiques qui pourront y faire escale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le bagne est supprimé. Quelques années plus tard, en 1988, l'État brésilien classe 70% de l'île parc national. L'objectif, en faire un sanctuaire écologique et maintenir à l'état sauvage les forêts, les plages
mais aussi les exceptionnels fonds marins qui bordent les côtes. « 30 ans plus tard, l'île semble avoir été épargnée par le tourisme de masse. Aucune chaîne hôtelière ne s'est implantée, très peu de constructions, le fruit de règles draconiennes. Par jour, seuls 450 touristes sont autorisés à débarquer sur l'île. Des visiteurs qui, pendant tout leur séjour, seront scrutés par une dizaine de gardes environnementaux. Pedro patrouille depuis 28 ans. Ce matin, il est affecté sur l'une des plages les plus réglementées de l'île. Bonjour. Ça va? Ça va, tranquille. L'accès se fait par petits groupes. Il y a combien de groupes aujourd'hui? On a 6 groupes de 16 personnes. Chaque visiteur doit s'acquitter d'une taxe écologique de 20 € par jour de présence sur l'île, plus 30 € pour accéder à la zone du parc dont cette plage fait partie. Vous avez le coupon du parc et le reçu de réservation? Oui, voilà. Ici, il faut même réserver. Depuis qu'on est arrivé, on essaie d'avoir une place. On est venu dès notre premier jour. C'était quand déjà? Lundi? Mardi. Finalement, on a obtenu un créneau que pour aujourd'hui à 11h30. On repart cet après-midi, donc c'est vraiment in extremis, mais c'est cool. Après 20 minutes de marche sur un sentier, se dessine la plage d'Atalay. À marée basse, apparaît une piscine naturelle de 50 cm de profondeur. Un aquarium géant où les touristes nagent au milieu de poissons multicolores. Et de petits requins piégés à l'intérieur. Mais pas le droit de rester barboté plus de 25 minutes et obligation de se plier à une discipline quasi militaire. Dépêchez-vous, les minutes passent. Vous aurez moins de temps dans l'eau si vous traînez. C'est à vous de voir. Ici, il est interdit de crier, par exemple, en appelant les autres pour leur dire « Regarde le requin » ou « Regarde la raie ». Le bruit fait fuir les animaux, donc vous vous rapprochez de la personne et vous chuchotez. La crème solaire, vous ne pouvez pas en mettre. Là, il y en a trop. Il faudra l'enlever avec une serviette. Ça peut polluer l'eau. Bon, je vais chronométrer à partir du moment où le dernier entre dans l'eau, pour que vous ayez assez de temps pour en profiter. Les infractions sont punies de 150 € d'amende. Même si Pedro verbalise rarement, revenez par ici. Il n'hésite pas à reprendre les baigneurs au moindre faux pas. Vous devez rester sur la partie sableuse, madame. S'il vous plaît, venez ici. Allez, il faut sortir maintenant. Et vous aviez déjà vu une plage avec autant de règles? Non, jamais. Mais je pense que c'est fondamental pour la conservation, pour pouvoir préserver la nature comme elle est. Oui, c'est grâce à ces règles, finalement, qu'on peut voir tout ça. Pour les 2800 résidents permanents de l'île, les règles sont encore plus drastiques. Surtout en ce qui concerne le logement. À Fernando, personne n'est propriétaire. Tout appartient à l'État, qui attribue gratuitement et à vie les maisons. Et c'est ici, au palais du gouverneur, que tout se joue. Sandra Lima est chargée de traiter l'ensemble des demandes. Alors ici, on a les dossiers concernant les maisons et là, les terrains. Chacun choisit ce à quoi il concourt, maison ou terrain. Le problème, c'est que Sandra a 460 demandes pour 86 maisons et 21 terrains disponibles. Elisabeth? Cet après-midi, bonjour. Elle a rendez-vous avec une des candidates. Elisabeth,
Ma première demande a été faite en 2002, donc ça fait 14 ans. Ça va faire bientôt 15 ans. Et tu es mariée avec des enfants? Je suis célibataire et j'ai un fils de 14 ans. Cet employé d'hôtel vit dans le logement sommaire loué par son employeur. Elle le partage avec 5 collègues. Nous sommes 2 ici. Tu partages la chambre avec ton fils? Oui, c'est bien ça. Et tu postules pour une maison pour avoir plus de confort pour vous deux? Exactement. Les ados de 14 ans ont besoin d'intimité et après 30 ans de vie sur l'île, je commence à avoir beaucoup d'affaires. Pour départager les candidats, Sandra examine leur ancienneté sur l'île, leur situation socio-professionnelle ou encore le nombre d'enfants. Le cas d'Elisabeth ne semble pas prioritaire. Sur le papier, Elisabeth a une situation similaire à beaucoup d'autres personnes. Moi, je leur rends visite, un peu comme une assistante sociale, et je regarde qui a les moins bonnes conditions de logement. Si jamais c'est elle qui est dans la pire situation, c'est elle qui remportera la maison. C'est une bataille, un combat sans relâche. Dès que j'ai du nouveau, je te tiens au courant. Je t'envoie un message. Allez, au revoir. Quelques semaines plus tard, Elisabeth apprendra que pour la 3e fois, elle n'a pas obtenu de maison. Ce dispositif unique dans le pays crée parfois des situations insolites. Non, on n'arrivera pas à le faire passer par là. Rosie, 38 ans, est en plein réaménagement après un divorce douloureux. Elle vivait dans ce logement depuis 11 ans, avec son petit garçon et son mari. Voilà, donc ça c'était notre salon. Il y a quelques mois, il l'a quitté pour une autre femme. En raison du temps d'attente pour obtenir une maison, ils ont pris une décision radicale, se partager la leur. C'est ici qu'on va diviser le terrain. De ce côté-ci, ce sera chez moi, et de l'autre, chez mon ex. Donc le mur ira d'ici à là-bas, tout au bout, jusqu'au portail. Il va y avoir une porte ou pas? Il va y avoir une porte, Non, pas de porte. Sa porte sera de son côté et la mienne du mien. Rosie va donc devoir vivre dans une demi-maison avec pour voisins son ex-mari et sa maîtresse. Estime-toi heureuse. Je vois chaque jour des gens qui affrontent de gros problèmes de logement. Et comme tu le sais, il n'y a pas beaucoup de place sur l'île. Oui, je sais. Pas facile de décrocher une maison, d'autant que pour y prétendre, il faut un sésame. Une carte officielle de résident permanent que seuls les plus endurants finissent par obtenir. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Daniel, le fils du Français de l'île Patrick. Il a rendez-vous au palais avec Sandra. Bonjour Daniel, ça va? Oui, elle est prête. Tu peux lui donner s'il te plaît? Pour obtenir cette carte, Daniel, 29 ans, a dû prouver qu'il avait bien passé 10 années de vie consécutive à Fernando. Félicitations. C'est fait, Daniel, vous êtes résident permanent? Ah oui, c'est fait. Hein. Maintenant, je suis vraiment quelqu'un de l'île maintenant. Hein. C'est un parcours du combattant, en fait. Mais à la fin, ça marche, quoi. C'est ça. Hein. Daniel, qui a 29 ans, vit encore sous le même toit que ses parents, va désormais pouvoir prétendre à une maison. Cette carte de résident lui donne aussi le droit de diriger une entreprise sur l'île. Il va pouvoir reprendre le club de plongée fondé par son père il y a 20 ans. C'est déjà lui qui assure les sorties en mer. 2 fois par jour, il embarque une quinzaine de clients. Ce matin, ils sont tous brésiliens, comme 96% des touristes de l'île. Eu sou o Daniel, vou ser o instrutor de vocês essa manhã. Ali temos o Nicolas também, ele vai estar acompanhando a gente no mergulho. A água está quente, está 27 graus, tá bom? L'île est située quasiment sur l'équateur. Il fait 27 degrés, dans l'eau comme dans l'air, toute l'année. J'ai peur. Tout le monde a peur. Non, mais j'ai peur des requins. Ah, des requins encore. À 18 mètres de profondeur,
Les fonds sont immaculés. Loin de la pollution du continent, l'archipel est réputé pour la propreté de ses eaux. Après quelques minutes, le groupe aperçoit une raie camouflée sous le sable. Un peu plus loin, petit frisson. Le plus redouté des prédateurs pointe le bout de son museau. Un requin de récif, en réalité inoffensif pour l'homme. À 60 mètres sous l'eau, la visibilité est hors norme. Les plongeurs les plus aguerris découvrent l'épave quasi intacte d'un navire. Le bateau a fait naufrage en 1983. Daniel a fait des études d'art sur le continent à l'université de Recife, l'une des plus grandes villes du Brésil. Mais il a finalement choisi, comme son père, de s'installer sur l'île. C'est joli, hein? C'est Mombujo, ça. Hein? C'est une petite ville au milieu de la mer. On connaît tout le monde. On laisse les portes de la maison ouvertes. On laisse les clés de la voiture dans la voiture. Comme ça, on a de la paix, on a de la liberté. C'est unique. La paix, la liberté, mais aussi l'assurance d'un business lucratif. Ces 3 heures de plongée, il les facture 150 € par personne. Il affiche presque toujours complet, car seulement 22 bateaux ont le droit de naviguer dans les eaux de Noronha. Comme le père de Daniel a été l'un des pionniers ici, il a décroché 3 autorisations. À Fernando, les premiers arrivés ont été les premiers servis. Et il y en a un qui en a profité plus que les autres. Essaye. Goûte-le. On le surnomme le sultan. Avec plus de 530 employés sous ses ordres. T'en veux? Encore un peu? Zemaria, 60 ans, est l'homme le plus riche de l'île. Une réussite qui ne l'affranchit pas des restrictions locales. Ce matin, il doit renvoyer ce buggy sur le continent. Il y a une autre voiture qui va le remplacer. Pour faire venir un véhicule, il faut en rendre un. Il y a un quota de voitures autorisées sur l'île. C'est 900 et pas une de plus. Vous n'avez pas choisi l'île la plus facile pour faire du business? Oh, je passe mon temps à travailler avec des gens qui me compliquent la vie. Ils sont tous fous, tous compliqués, tous cinglés. Sauf que moi, je suis encore plus fou qu'eux. Le sultan se plaint des règles. Elles ne l'ont pourtant pas empêché de faire fortune. Il a commencé en ouvrant un supermarché, puis a investi dans un bateau de pêche, une agence de tourisme, un restaurant, une laverie et surtout un hôtel au nom éponyme. Il l'a construit sur le terrain qu'il a reçu en arrivant sur l'île, il y a 25 ans. Il n'y avait rien ici, c'est moi qui ai tout fait. À part cet arbre qui a plus de 80 ans. Le reste, c'est moi qui l'ai construit. Ma maison au départ, elle était juste là. Mais maintenant, je vis un peu plus bas. Et ici, j'ai fait un restaurant. C'est bon, c'est trop bon. Comme il est aujourd'hui interdit de construire de nouveaux hôtels sur l'île, l'homme d'affaires à l'appétit insatiable en profite pour faire grimper les tarifs. Ici, c'est une chambre un peu au-dessus de la moyenne. La chambre qu'il vient d'inaugurer jouit certes d'une vue spectaculaire. Elle ne fait que 16 mètres carrés. Il la loue pourtant 1 000 € la nuit. Un prix digne d'un palace parisien. Sur toute l'île, il n'y a que 50 chambres comme celle-ci. C'est très peu. Donc il y aura toujours de la demande pour ça. Son hôtel affiche un taux d'occupation de 92%. La réglementation à Fernando a peut-être fait la fortune de certains, mais elle a surtout atteint son objectif,
au-delà même de ce que l'on pouvait espérer. Depuis quelques années, l'île est même redevenue une terre d'accueil pour certaines espèces qui l'avaient désertée. Comme la tortue verte, longtemps chassée pour sa chair ou sa carapace. Chaque matin, Armando et Felipe partent en opération de recensement. Durant la saison de la ponte, ces 2 salariés d'une association de protection des tortues comptent les coquilles vides. 68, 69, 70, c'est ça? 70 bébés sont sortis de leurs coquilles et ont déjà rejoint la mer. Ce sont les toutes premières naissances de la saison. Chaque année, 30 000 petites tortues naissent ici, 100 fois plus qu'il y a 30 ans. On a déjà comptabilisé 47 nids sur l'île. 6 rien que sur cette plage. C'est un très bon résultat. On n'en a jamais eu autant à ce stade de la saison. L'étude des tortues se fait essentiellement pendant la ponte, la nuit. Il est 22h30 sur la plage du Lion. Ici, l'accès est interdit au public durant la nuit. Armando et son équipe guettent les tortues dans l'obscurité la plus complète pour ne pas les déranger. L'une d'entre elles est en plein effort. Elle vient de creuser son nid pendant plusieurs heures à l'aide de ses nageoires. Je sens des contractions. C'est pour bientôt. Ça y est, je crois qu'elle a pondu un œuf. La ponte commence. Armando peut allumer la lumière pendant quelques minutes pour étudier la femelle. Là, elle est dans un état second, comme hypnotisée. Donc, on doit profiter de ces 15 minutes pour réaliser notre travail de marquage, de prélèvement et de mesure. Coleta de tecido e biometria. 103 cm. Elle doit faire à peu près 150 kg. Ah, elle n'a pas de bague, celle-là. Armando lui pose un marqueur afin de suivre son évolution au cours des prochaines années. En 35 ans, l'association a déjà bagué plus de 2000 tortues à Fernando. Ce soir, Zemaria, le sultan, fête son anniversaire. 61 ans, dont 25 sur l'île. Au menu, des sashimi de limon noir et du guarajuba, des poissons qu'il a pêchés le matin même dans les eaux de l'archipel. Autour du patriarche, toute la fine fleur de l'île, dont Patrick, le français de la bande. Tudo bom? Escuta, você tá fazendo quantos anos hoje? 61 ans. 61? Pô, você é novo pra cacete, viu? Muito! Mais oui, très jeune. Il y a aussi 3 de ses 12 enfants et sa dernière femme, la 8e du nom. Vous la quitterez un jour, cette île? Non, jamais. Enfin, sauf si c'est elle qui ne veut plus de moi. Avec Fernando, il le jure, c'est pour la vie. Au Brésil, Leandro est une star. 60 millions d'albums vendus, plus que Mylène Farmer et Jean-Jacques Goldman réunis. Son créneau, la sertaneja, de la country à la sauce brésilienne, plus populaire encore que la samba. Mais ce soir, ce n'est pas que pour lui que plus de 10 000 personnes, toutes générations confondues, ont fait le déplacement.
Les cow-boys, qu'on appelle ici des vaqueros, sont de sortie pour l'événement de l'année aux portes de la forêt amazonienne. La foire agricole de Xinguara. Exposition de tracteurs, défilé de Miss, démonstration de 4x4. Vas-y, super. Prends-en une deuxième. Et le clou du spectacle, le rodéo. Sur des taureaux de plus de 600 kilos, les meilleurs Brésiliens de la discipline, tous professionnels. C'est la fête de l'industrie, la fête de l'élevage, la fête du business, la fête de notre sainte patronne Marie, et c'est la fête de nos enfants. Un show à l'américaine à 500 000 €, financé en grande partie par les hommes sur l'estrade, les businessmen les plus puissants de la région. Des éleveurs bovins dont la taille des exploitations dépasse celle d'un département français. En 40 ans, ils ont permis au Brésil de devenir le premier exportateur mondial de viande. Mais s'ils sont sur le devant de la scène ces derniers mois, c'est pour une toute autre raison. L'été dernier, le monde entier découvre l'Amazonie en flammes. De la plus grande forêt tropicale du monde s'élèvent de tels panaches de fumée qu'à plus de 3000 km de là, en pleine journée, la ville de São Paulo se trouve plongée dans l'obscurité. Depuis le début de l'année, 17 000 km², la moitié de la surface de la Bretagne, serait partie en fumée. Dans le collimateur de la communauté internationale, les éleveurs bovins. Ils seraient à eux seuls responsables de 80% de la déforestation. Conscients d'être pointés du doigt, pourtant ils assument. Contrairement à la majorité des grands propriétaires terriens qui pilotent leurs exploitations depuis les beaux quartiers de São Paulo, salut, comment ça va? Mauricio Fraga, 52 ans, vit toute l'année dans l'état du Pará, auprès de ses bêtes. Il existe un dicton populaire qui dit « C'est la graisse du producteur qui fait grossir le bœuf. Plus on est présent, mieux c'est. » Mauricio a appris le métier auprès de son père. Et c'est désormais avec son fils, Guilhem, qu'il gère ses 27 000 têtes de bétail, quand la plus grande des exploitations françaises n'en compte même pas 1000. Des bœufs sélectionnés pour leur capacité à résister aux températures qui dépassent ici les 40 degrés. Nous n'imaginions pas avoir un jour un si grand cheptel. On n'imaginait pas avoir autant de terre et de bétail. C'est un rêve devenu réalité pour moi. Le domaine, que l'on appelle ici une fazenda, s'étend sur 2,5 fois la surface de Paris. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et 90 salariés à plein temps. Bonjour. Je vais m'occuper des demandes de la semaine, du carburant et de tout le reste. Très bien. Oh, Kaibo, pour l'engrais, c'est bon, hein? Oui, c'est bon, on a déjà fini. Bah non, il reste toujours la parcelle Monte Azul. Ah oui, ça on n'a pas fini, mais tout le reste, c'est fait. Dernière mise au point, avant le rendez-vous téléphonique le plus important de la journée, avec le véritable maître des lieux, le père de Mauricio. Un moment que tout le monde redoute. Vous avez déjà raté ce rendez-vous? Non, vaut mieux pas.
Ceux qui ne peuvent pas venir doivent prévenir avant. Faut dire, demain je ne pourrai pas venir, et mieux vaut avoir une bonne raison. Sinon, il peut se mettre très en colère. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va dans le para? Tranquille. À 84 ans, Mauricio Senior ne vit plus à la ferme. Mais depuis sa résidence de São Paulo, il veut toujours tout contrôler. Bonjour monsieur. Comment ça va? Grâce à Dieu, tout va bien. Dans le bureau, personne n'échappe à ses ordres. Il faut que le pâturage soit plus fort cette année. Je ne veux pas de rater ce coup-ci. Oui, d'accord. On s'applique, ça va le faire. On fera pousser sur les terrains 14, 16 et 18. Après le responsable des pâturages, c'est à son collègue, en charge des troupeaux, de rendre des comptes. Sur le terrain 54, on a quoi? Ceux qui font 400 kilos. Et ils sont tous de la même race. Si le doyen tarde à passer la main, c'est que ce domaine... Ça va, papa? C'est son bébé. Il n'est qu'un petit fermier de São Paulo de 39 ans lorsqu'il part à la conquête de l'Amazonie. Dans les années 70, la dictature militaire au pouvoir veut faire du Brésil une superpuissance agricole. Les autorités encouragent la colonisation de la forêt amazonienne. Le prix de la terre y est 10 fois moins cher qu'ailleurs. Mais il y a une condition. Pour devenir propriétaire, il faut déboiser soi-même. Des années durant, le père de Mauricio abat des milliers d'arbres. Sans eau courante, ni électricité, ni route praticable, en pionnier convaincu de participer à la grandeur agricole de son pays. À cette époque, on me qualifiait de héros. Et ça, vous le savez peut-être pas, mais le discours du gouvernement militaire, c'était que ça permettait que vous, Européens, ne viennent pas envahir nos terres. Un héros, oui. Et maintenant, je suis un bandit. Tout ça parce que j'ai coupé des arbres. Mais c'est vrai que j'ai déforesté. Est-ce que vous regrettez d'avoir déboisé autant? Non, pas du tout. Je ne regrette pas du tout. Aujourd'hui, l'exploitation génère chaque année 1,5 million de bénéfices. Le patrimoine de la famille Fraga s'élève à 50 millions d'euros. C'est dans cette villa, construite à l'endroit même où son père tronçonna il y a 50 ans ses premiers arbres, que vit Mauricio, en gentleman farmer, entouré de son épouse, ses 2 enfants et son personnel de maison. Un côté seigneur de l'Amazonie que Mauricio assume totalement. Dans l'une des régions les plus pauvres du Brésil, il se voit même comme un bienfaiteur. Au début, beaucoup de nos salariés habitaient encore dans des bidonvilles. Ils marchaient pieds nus car ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des chaussures. Maintenant, on voit que beaucoup ont des voitures. Certains ont même acheté des petites propriétés dans la région. Ils ont grandi avec nous et ça, j'en suis très fier. Gabriel, 20 ans, travaille comme vaqueros pour le compte de Mauricio. Il guide les troupeaux de bœufs et dresse les chevaux, comme cette jeune jument qu'il vient de sceller pour la première fois. Il se débrouille bien, ce jeune. Il est sur le bon chemin. Du calme, du calme. C'est une réaction normale. Gabriel a grandi avec les chevaux, dans une autre ferme de la région, où son père était aussi vaqueros. Tu remarqueras que l'animal n'est pas habitué.
Il réagit très fort au travail du vaqueros. Gabriel gagne 550 € par mois, 2 fois le salaire minimum au Brésil. En prime, à chaque cheval qu'il parvient à dresser, comme aujourd'hui, Mauricio lui verse 200 €. Dans une région jadis quasi inhabitée, ils sont aujourd'hui 20 millions à vivre, grâce à l'élevage. Comme tous les salariés de Mauricio, Gabriel est logé dans la fazenda. Viens par là, toi. C'est le fils à son papa. Gabriel bénéficie gratuitement de cette petite maison de 4 pièces qu'il occupe avec sa femme et ses 2 enfants. Chaque semaine, son patron lui distribue également de la viande, du lait et paie ses frais médicaux. J'arrive toujours fatigué. Alors je mange et je fais une petite sieste avant d'y retourner. C'est mon quotidien. Tainara a 23 ans. Elle vient d'une famille pauvre. Elle a grandi dans une des rares villes de la région, dans un bidonville. Je me sens chanceuse. On n'a pas tous un endroit pour vivre. Il y en a qui ont rien, et ce n'est pas de leur faute. Moi, je trouve ça super d'avoir une maison confortable. Si je n'étais pas ici, je devrais payer un loyer. Ce serait toute une autre histoire. Enfants comme adultes, ici la plupart rêvent de devenir eux aussi un jour fazenderos, de grands propriétaires terriens. Salut! Allez, c'est parti pour l'école. Pourtant, une réussite comme celle de la famille de Mauricio n'est aujourd'hui plus possible. Car les règles ont changé. Depuis les années 2000 et la présidence de Lula, la déforestation est contrôlée. Désormais, Mauricio lui-même a des comptes à rendre, notamment à ses 2 hommes. Il vérifie pour le compte des abattoirs que la viande achetée ne provient pas de terres illégalement déforestées. Certains clients n'en veulent plus, notamment en Europe. Tu peux me montrer le pourcentage de terres déforestées sur ma propriété? Comment est-ce que je peux corriger et compenser ça? Sur ces images satellitaires, la propriété de Mauricio, délimitée en rouge. Selon la nouvelle législation, elle devrait contenir 50% de forêt. Il est loin du compte. Ok, donc moi, comment je fais pour me mettre en conformité avec la loi? Parce que moi, ça ne m'intéresse pas de reboiser à l'intérieur de ma propriété. Tant qu'à faire, je préfère racheter des terres à l'extérieur, si ça peut me permettre de compenser ce que j'ai déjà déboisé. Problème, selon Mauricio, les forêts avoisinantes ne seraient pas à vendre. Il va donc devoir reboiser. Sans quoi, théoriquement, il figurera sur la liste rouge des éleveurs qui n'ont plus le droit de vendre leur bétail aux abattoirs. Comme ce propriétaire. Cette ferme a été poursuivie en 2008 pour déboisement illégal. Et en 2009, pour avoir empiété sur une réserve indienne. 24% des fermes contrôlées seraient dans l'illégalité. Depuis 2004, la mise en place de ces contrôles a permis de diviser par 4 la surface des terres déforestées. Pourtant, cette année, les éleveurs ont recommencé à mettre le feu à l'Amazonie. En toute décontraction, comme ici, jusqu'au bord des routes. Soit pour fertiliser leurs terres, soit pour déboiser. 4 fois plus de départs de feu en août par rapport à l'année dernière. L'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro
massivement soutenu par les éleveurs bovins, semble avoir joué le rôle de détonateur. À peine élu, le président se fend d'une déclaration qui sonne comme une carte blanche offerte aux propriétaires terriens. Je ne veux plus de querelle entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement. Je suis un défenseur de l'environnement, mais je ne suis pas un extrémiste. Je ne vais plus laisser des gardes forestiers se balader et mettre des amendes à tout le monde. La fête est finie. Fin août, devant l'étendue du brasier et le tollé international, Jair Bolsonaro se résout à envoyer 7000 militaires pour sécuriser une zone grande comme l'Union européenne. Bilan, 63 personnes interpellées. Insuffisant pour mettre un terme à la déforestation. Ceux qui vivent là depuis toujours en sont les premiers témoins. C'est Kadjaré. Tu m'entends? Depuis un mois, Kadjaré et le chef d'un village voisin sont inquiets. Au cœur de leur réserve, des hommes abattent les arbres. Ils sont partis ou ils sont encore là? Non, ils ne sont pas partis. La majorité est encore là. Et les forces gouvernementales qui devaient les déloger, elles sont arrivées? Non, pas du tout. Il n'y a personne. Ils ne sont pas venus. La situation n'évolue pas. Il y en a qui sont partis, mais pas tous. Et ceux qui restent se montrent vraiment agressifs. Ils nous ont menacés de mort. On est très inquiets. Faut y aller nous-mêmes. Si les envahisseurs nous tirent dessus, on riposte. On n'a pas peur. S'ils tuent l'un d'entre nous, on riposte. Je ne veux pas de mort, mais je ne veux pas non plus que la forêt meure. Face aux Indiens, des groupes armés prêts à tout. L'an dernier, au Brésil, 20 défenseurs de l'environnement ont été assassinés. Alors quel avenir pour ces enfants et leurs forêts? En 50 ans, l'équivalent de 6 fois la surface de la France est déjà parti en fumée. C'est un désert de dunes, balayé par le vent. Un paysage lunaire, écrasé de chaleur. C'est dans ce coin du bout du monde, au Brésil, que tous les matins, Julien, 31 ans, commence sa journée de travail. Cet ancien commercial a quitté sans regret sa vie de Parisien stressé. Je me levais le matin, petit déjeuner, on rentre dans le métro, on va au boulot, déj avec les collègues le midi, retour le soir, donc oui, peut-être un apéro avec des amis. Comme tout le monde le sait, grisaille à Paris, donc sous la grisaille. Julien a trouvé un travail en or, dans ce paradis brésilien. Il aimait et pratiquait le kitesurf, un sport nautique très en vogue. Aujourd'hui, il donne des cours. Allez, c'est parti, on va bosser. Il emmène dans ces spots uniques des groupes de touristes français, de plus en plus nombreux. Allez, amuse-toi bien. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Ça vous fait pas peur? Un petit peu, ouais. Mais ça passe vite, en fait. Une fois qu'on est mouillé. Allez. C'est la première fois, Cindy? La première fois, oui. Cindy a fait 7000 km depuis Toulon. La plage est assez grande, il y a très peu de monde, donc c'est des conditions idéales pour apprendre. Une eau à 28 degrés, même en plein mois de janvier. Bon, c'était bien? Ça va? Ouais, ça va. Cindy se verrait bien vivre ici toute l'année, comme Julien. Je vais prendre la planche. Bronzage, cheveux blonds, la plage, le sable blanc, puis un beau moniteur blond. En France, Julien rêvait d'aventure. C'est un ami qui lui a parlé de cet endroit, encore isolé, préservé du tourisme de masse. Je connaissais rien. J'ai regardé 2 photos sur Internet, pas plus.
Je suis venu, j'ai pris mon billet d'avion, j'avais aucun endroit où rester. J'ai débarqué avec mes petites valises pour les conditions fantastiques et pour l'endroit de rêve. Ce lieu magique est un petit village encerclé par les dunes. Tout au nord du Brésil, sous l'équateur. Il s'appelle Jericoacoara. Littéralement, le caïman couché sous le soleil, en référence à cette grande dune, symbole du village. « 3000 habitants, aucune route, on y marche pieds nus dans le sable. Longtemps, Jeri, comme on dit ici, était un village inconnu des guides. Aujourd'hui, il envoûte un nombre croissant d'Européens qui plaquent tout pour sa douceur de vivre. Julien est arrivé ici il y a 3 ans. Il habite aujourd'hui en plein cœur du village, à côté d'un restaurant. Ouais, amor, tout va bien? Ça va. Il vit avec Camilla, une masseuse brésilienne qui a quitté Sao Paulo il y a 15 ans pour Jeri. Coca-Cola. Ça a été ta journée? O vento estava muito ruim, tinha as altas ondas. Ils occupent un logement simple de 30 mètres carrés qu'ils louent 120 € par mois, avec terrasse et vue sur la mer. Pour changer de vie et lancer ici son affaire de cours de voile, Julien, diplômé d'une grande école de commerce, n'a pas eu besoin de grand-chose. Alors j'ai débuté avec très peu. J'ai débuté avec 6 000 €, donc ce qui est pour un business qui est très très peu. Et en gros, c'est du matériel, un petit peu de courage, et c'est tout. Aujourd'hui, il gagne plus de 3 000 € par mois et n'a pas prévu de revenir en France avant plusieurs années. Ils sont 200 étrangers, dont 20 Français, à avoir choisi de vivre dans ce village, au bout de la terre. Delphine, 41 ans, est la pionnière de ces Français. Cette ancienne Parisienne tient un petit hôtel de charme. Bonjour. Bonjour, enchantée, Delphine. Franck, tout va bien? Ce jour-là, 2 Français de passage viennent visiter son établissement. Excellent. Alors, une petit-déj. Hein. D'accord. En fait, c'est les chambres un peu familiales pour parents, enfants, avec 2 petits lits. Donc, avec une jolie vue. 12 chambres. On a fait un style romantique. Que Delphine a elle-même décorées, avec terrasse et hamac privatif. Non, c'est vraiment bien. Voilà, écoutez, on est content que ça vous plaise. Hein. Delphine accueille près de 1000 clients par an, essentiellement des Français. Pourtant, il y a encore 10 ans, elle habitait Paris et ne connaissait rien à l'hôtellerie. Pas beaucoup de souvenirs de ma vie d'avant. À l'époque, elle est cadre dans la publicité. Un été, lors de vacances au Brésil, elle découvre Jeri, coup de cœur immédiat. Elle veut vivre ici. Je suis arrivée à la plage en fin de journée, j'ai vu le coucher de soleil. Je sais pas, ça m'a enchantée directement. Et je crois qu'au bout de 3 jours, j'ai commencé à chercher les possibilités de vivre ici. Elle rentre en France et revient quelques mois plus tard au village. Comme elle n'a pas d'économie, elle fait un crédit. Elle achète ce terrain face à la dune et fait construire son hôtel. En tout, il y en a pour 100 000 €. Aujourd'hui, Delphine habite cette grande villa, au cœur de l'hôtel. Et l'une des petites différences avec sa vie d'avant, c'est son dressing. Bon, ici, la garde-robe, ça se résume quand même essentiellement au maillot de bain. Vous en avez combien? Pas mal. Bah là, dans ce petit tiroir-là, il y en a au moins 25, 30 maillots de bain. C'est vraiment une liberté aussi, hein, de ne pas avoir à s'habiller le matin, mettre un sac, prendre ses clés. Enfin, je veux dire, on a tout, quand on vit dans une ville, on a quand même à penser à plein de choses. Matériel, le matin, là, on part, on a un short, un t-shirt, et puis c'est bon, quoi. Sa nouvelle vie, Delphine l'a construite avec son fils de 7 ans, Vinicius, un prénom typiquement brésilien, qui a toujours vécu ici. L'avantage d'habiter un hôtel pour Delphine, c'est aussi qu'elle n'a jamais à cuisiner. Avec son compagnon, Franck,
un chef d'entreprise français rencontré il y a 4 ans sur la plage de Djeri. Il profite en famille tous les matins du buffet à volonté. C'est un mix franco-brésilien. Il y a les crêpes Nutella, les tapioca, les pains de queijo. Une vie sans trop de contraintes ni stress. Loin des petits déjeuners bousculés et des journées à rallonge de son ancienne vie. J'avais pas trop envie d'élever un enfant dans ces conditions. C'est-à-dire que je trouvais ça un peu triste de rentrer à 9 h du soir et puis de partir à 7 h le matin, à 8 h le matin, enfin, de ne pas voir mon petit garçon grandir, quoi. Et ici, emmener son enfant à l'école n'est jamais une corvée, mais une promenade exotique. Et on part? Comme beaucoup d'habitants de Djeri, Delphine et Vinicius ont leurs propres chevaux. 5 minutes de galop pour rejoindre l'école. Ici, pas d'établissement français, mais une petite structure privée brésilienne. Faut laisser ses chaussures ici? Ouais, mais je n'ai pas. Tu mets jamais de chaussures? La journée ne commence jamais assis derrière un pupitre, par un cours du maître, mais par une séance de relaxation. Alors vous pliez les doigts comme ça et vous fermez les yeux. Puis par un appel à la paix. La paix en moi. Vinicius est totalement bilingue. Et c'est en portugais qu'il parle à ses copains. C'est une petite école. Ils sont 28 élèves, tous du village. Comme la scolarité coûte 150 € par mois, les enfants sont pour la plupart des Brésiliens de familles aisées. Il y a aussi quelques étrangers. Ici, l'élève est libre de choisir ce qu'il veut faire dans la journée. Et il n'y a jamais de sanction. Ils ont des petits devoirs à faire à la maison, comme tout le monde. Mais ici, on est contre la punition parce qu'on croit qu'elle freine l'autonomie et l'apprentissage et qu'elle favorise les tensions. Nous, ce qu'on cherche, c'est de construire les connaissances à partir de l'erreur. Quand l'élève fait une faute, c'est comme ça qu'il apprend. Une école où les élèves ne passent que 4 heures par jour. Tous les après-midi, c'est quartier libre. Il y a encore 20 ans, Djeri était un minuscule village de pêcheurs. 200 familles vivaient du troc. Il n'y avait ni électricité, ni eau courante. Aujourd'hui, les planches de surf remplacent progressivement les bateaux. Les pêcheurs se reconvertissent dans le tourisme. Les boutiques de souvenirs grignotent le cœur du village. Une centaine d'auberges et d'hôtels bordent désormais les ruelles sablonneuses. Mais ce qui fait le charme du lieu, c'est qu'il reste coupé du monde. Aucune route goudronnée ne mène à Djeri. Grassa est l'une des 10 employées de Delphine. Pour approvisionner l'hôtel, cette cuisinière doit partir chaque semaine, en expédition. Elle emprunte la route des dunes pour rejoindre la ville la plus proche. Il y a beaucoup de sable. Il faut pousser. C'est tout ce qu'on voulait pas. C'est toujours comme ça. Ici, il faut accélérer. Il ne faut pas avoir peur de la vitesse. 1h30 de périple pour seulement 20 km. Au début, ce n'était pas comme ça ici, parce qu'on faisait le chemin à pied. Depuis qu'il y a tout ce mouvement et ce développement à Jericoacoara, ça a amélioré le chemin. Et maintenant, on peut venir en voiture. Avant, on ne pouvait pas. La grande ville s'appelle Jijoca.
17 000 habitants, une maternité, des magasins et des supermarchés. Graça vient toujours ici, où les produits sont 2 fois moins chers qu'à Jeri. Là, ça coûte 4 €. À Jeri, c'est presque 7 €. Comme j'achète en grande quantité, ça fait une grosse différence. Et ici, au nord du Brésil, on trouve de tout, comme en France. En particulier, cette pâte à tartiner, indispensable pour les clients de l'hôtel. Des crêpes au Nutella. 1 000 € de courses par semaine. La nourriture est ce qu'il y a de plus cher pour tenir un hôtel dans la région. Il reste à Graça l'épopée du chemin du retour jusqu'au village. Elle habite cette petite maison à l'entrée de Jeri. À 40 ans, elle est mère de 2 enfants. Son mari est barman de nuit dans un hôtel. Ça, c'est ma cuisine. Avant d'être cuisinière, Graça était au chômage. C'est l'arrivée des touristes qui a changé la vie de toute sa famille. Elle gagne aujourd'hui plus du SMIC brésilien, 275 € par mois. Avant, j'habitais une toute petite chambre, toute serrée avec une petite salle de bain. Aujourd'hui, je paye plus cher, mais grâce à mon salaire, j'ai une vraie maison. Il y a plein de gens qui viennent ici ouvrir des restaurants. Comme on a tous besoin de travailler, tout le monde y trouve son compte. C'est comme ça que le village se développe, c'est pour cette raison. Résultat, l'immobilier explose. Une maison de 200 mètres carrés avec terrain se vend maintenant 800 000 €. Les bicoques de pêcheurs se transforment en villas, avec des règles strictes, immeubles interdits. Une extension limitée, car le village est classé zone naturelle intouchable. Ici, il y a une femme qui a compris la première, l'incroyable potentiel du village. Sonia, surnommée la reine de Jeri. Cette Brésilienne des quartiers populaires de Sao Paulo a découvert les lieux en 86 et monté le premier restaurant. Boa tarde. Ici, nous sommes au Fredissimo. C'était votre premier restaurant? C'était le premier restaurant. Il n'y a pas de l'eau, pas d'électricité. Et tous les jours, nous faisons des choses super bonnes à manger. À l'époque, elle cuisine surtout pour les villageois. C'est ici. Vous l'avez acheté combien, ce restaurant, à l'époque? $200. 150 €. Exactement. Aujourd'hui, il vaut combien? Ah, je ne sais pas, je n'imagine pas. 1 million. Sonia est désormais propriétaire de ce restaurant. En 10 ans, elle en a fait l'adresse la plus reconnue pour ses recettes de poisson. C'est aussi le seul endroit à Jeri où l'on peut déguster du pain frais qu'elle cuit elle-même tous les matins. Ela está preparando o pão para fazer brusqueta mais tarde, né? E Diane, você tira uma tábua, já corta um pouco aqueles que já estão la quantité de... Avec ses 8 salariés, cet autodidacte se verse aujourd'hui un salaire de 4 000 €, 10 fois le salaire moyen au Brésil. Mais c'est toujours elle qui sert les clients. Vai ficar mais bonito. Mas olha, cuidado que é muito quente, tá? Tudo bem. Eu vou te trazer um prato para você se servir. E Jeri, quais são suas impressões desse lugar? Oh, je suis très Tá impressionné. apaixonado? Partie de rien, la reine de Jeri a encore plein d'ambition. Dans 4 mois, elle ouvrira son premier hôtel. Cette vie de village, où le quotidien paraît tranquille et apaisé, plaît tellement à Delphine qu'elle a fait venir ici les personnes qui lui sont le plus chères. Ses parents, installés à quelques rues de son hôtel. Âgés de 80 ans, Simone et Michel ont quitté Paris il y a 7 ans et ne sont jamais rentrés. Ah, pardon. Sans leur présence, Delphine ne serait pas restée. Quand on a ses parents à côté de soi, on est chez soi. Je veux dire, à partir du moment où on a sa cellule familiale, on est à la maison, où que vous soyez. C'est pour ça qu'en fait, je pense qu'aucun de nous se sent déraciné. Parce qu'en fait, nos racines, elles sont dans notre famille.
Pourtant, Michel, son père, est lourdement handicapé. À 5 heures du premier hôpital, il a fait le choix de vivre auprès de sa fille, par amour. Je suis heureux d'être bien entouré avec ma famille, des gens que j'aime. Et c'est tout, c'est bien. Du soleil, des palmiers, des cocotiers. Et qu'est-ce que j'aurais fait de plus à Paris, dans un appartement au 9e étage? Avec la joie pour ses grands-parents de voir tous les jours grandir leur petit-fils. Le mercredi, Simone l'emmène à son cours de capoeira. Il a plein d'élèves, c'est le meilleur prof de Jericoacoara. La capoeira est un art martial brésilien acrobatique et rythmé en musique. Un cours jusqu'à la tombée de la nuit, sur cette plage du bout du monde, où il fait 30 degrés toute l'année. Une robe blanche, faite sur mesure. Mais ce n'est pas pour un mariage. C'est la robe de Natalia, une jeune fille de 14 ans. Une robe de princesse qu'elle portera le lendemain pour la soirée d'anniversaire de ses 15 ans. Un travail d'orfèvre réalisé par João Santella, l'un des plus célèbres couturiers du Brésil. On a inventé cette robe pour Nathalie. Pour Nathalie, on dit Nathalie, non? C'est beaucoup de travail parce que c'est tout fait à la main. Et elle adore tout ce que brille, enfin. Tout ce qui brille a un prix. 10 000 € pour la robe des 15 ans. Toute faite de tulle, strass et perles blanches. La maman est aux anges. C'est une princesse, elle est très belle. C'est une fille extravertie, dynamique et joyeuse. Une jeune fille dynamique et joyeuse qui fait partie de la grande bourgeoisie de la ville. Sao Paulo, une mégapole de 19 millions d'habitants, la capitale économique du Brésil. C'est ici que vivent les grosses fortunes du pays. Pour éviter les enlèvements et les agressions, les millionnaires se déplacent en hélicoptère ou en voiture blindée, comme Natalia. Fille d'un célèbre avocat, elle a en permanence à sa disposition un véhicule et un chauffeur. Sa fête sera l'événement mondain de l'année à Sao Paulo. Au téléphone, ses copines trépignent d'impatience. La prochaine fois que je vais te voir, c'est demain à ta fête. Oh, je sais, j'y crois pas. Je vais devoir me doper pour tenir jusqu'au bout de la nuit. Je vais en profiter à fond. Allez, ciao. Merci, je t'embrasse, ciao. J'ai invité toutes les classes de 3e de mon école. Tous les garçons et les filles, ça fait à peu près 200 personnes. Les 15 ans ici, on aime faire ça tous ensemble. Faut qu'on vive cette fête très intensément. La fête des 15 ans. En Amérique latine, c'est le moment le plus important dans la vie d'une jeune fille. Une tradition importée par les colons portugais et espagnols, à mi-chemin entre un rallye et le bal des débutantes. Dans les années 50, une fille de 15 ans était déjà prête à marier. Il fallait donc faire une fête pour la présenter à la société afin qu'elle trouve un prétendant à sa mesure. Considérées comme ringardes à partir des années 80, les fêtes de 15 ans sont redevenues à la mode depuis une dizaine d'années. Avec la prospérité économique, le nombre de millionnaires a explosé au Brésil et ces soirées servent aussi à étaler sa richesse. Il existe désormais des magazines sur papier glacé entièrement consacrés aux fêtes des 15 ans. Il y a aussi une émission de télévision très bling-bling consacrée à cet événement. La soirée de Natalia aura lieu à la Casa Petra, un complexe luxueux de 6000 mètres carrés. À 24 heures de la fête, la jeune fille vient vérifier que tout avance bien.
Mon cœur bat de plus en plus vite. Je suis super émue de voir tout ça en vrai. C'est la rose de la reine dans Alice au Pays des Merveilles. C'est quoi son nom déjà? Reine de cœur. Oui, c'est celle qui est folle, un peu grosse. Natalia a fait appel à un décorateur de renom, Vic Mereil. Il a déjà travaillé pour la famille princière de Monaco et pour les jardins de la reine d'Angleterre. Pour la soirée, il a prévu 3000 plantes. Ici, on a toutes les plantes sur le thème de Charlie et la chocolaterie. Et ici, les orchidées qu'on va mettre dans le coin réservé à la famille. C'est Natalia elle-même qui a imaginé toute la déco. Le thème, ses films préférés. Elle a prévu 7 salles, une par film. Dans la pièce Psychose d'Alfred Hitchcock, une vraie baignoire cachée derrière un rideau, comme dans le film. Et puis un bar entièrement sculpté dans la glace. Budget total de la soirée, 400 000 €. Avec une telle débauche d'argent, on est très loin du Brésil des favelas. Dans les coulisses, pour que tous les désirs de Natalia soient comblés, 200 petites mains travaillent d'arrache-pied depuis 3 jours. Au Brésil, le salaire minimum est de 300 € par mois. Vic Mereil, le décorateur, se dit fier de donner ainsi du travail aux gens des quartiers pauvres. J'ai acheté d'un côté la boule, de l'autre les bonbons, et j'ai confié tout ça à une personne pauvre qui vit dans les favelas. Ça veut dire que je donne du travail aux gens des favelas, et ça c'est super. C'est le partage des richesses. Demain soir, ici, entre 800 et 900 personnes sont attendues pour faire la fête. Certains des invités ont déjà envoyé leurs cadeaux à Natalia. Elle les a reçus chez elle, au 14e étage d'un immeuble de standing. 300 mètres carrés dans un des plus beaux quartiers de la ville. Pour la fête des 15 ans, la tradition veut qu'on ouvre les cadeaux avant la cérémonie. Ça, c'est un étui pour tablette tactile. Sauf que je n'en ai pas. Donc, je vais demander à ma mère de m'en offrir une, comme ça je pourrai utiliser l'étui. Ici au Brésil, on aime porter des colliers et des bagues. On offre beaucoup ça pour les fêtes de 15 ans. Quelques accessoires de plus pour une petite fille qui ne manque de rien. Il suffit d'ouvrir son placard à chaussures. Il y en a beaucoup, et moi je les porte toutes. Plus de 50 paires, Chanel, Yves Saint Laurent, Gucci et des escarpins français à 500 €, signés Christian Louboutin. Quant à sa garde-robe, elle est tout aussi garnie. Demain, tu auras 15 ans. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Tu vas te séparer de tes poupées? Oh, j'ai pas encore réfléchi à ça. Je pense que je vais me sentir plus vieille. Je crois que je vais me sentir plus en confiance. Par exemple, les amis de ma cousine ont 17 ou 18 ans. Moi, à 15 ans, je vais commencer à sortir avec eux. Cette fête est redevenue à la mode dans la haute bourgeoisie, mais pas seulement. Au Brésil, les classes moyennes y engloutissent parfois leurs économies. À 1000 km de Sao Paulo, le club naval de Brasilia. Demain, c'est le grand jour pour Carole, qui répète avec son papa la valse qu'ils vont devoir danser pour son 15e anniversaire. C'est une première, on va voir comment je m'en sors. Cette danse, c'est un rituel censé symboliser le dernier moment où le père aura sa petite fille juste pour lui. Ma fille était toute petite, elle a grandi. Maintenant, elle est devenue une femme. Dans peu de temps, il y aura des amoureux, un mari. Là, on commence à la perdre, notre petite fille. Pour cette fête, les parents de Carole ont dépensé 50 000 €. Luciana et Marcus sont hauts fonctionnaires. Ils gagnent bien leur vie. Malgré cela, pour eux, cette soirée est un sacrifice financier. Depuis qu'on a décidé de faire cette fête, depuis 1 an et demi environ, on économise. Surtout Luciana. Toute une partie de son salaire a servi uniquement à financer la fête. Offrir une belle fête à sa fille, c'est Luciana, la mère, qui y tenait.
Moi, mes parents n'avaient pas les moyens. On est 5 filles, donc ils ne pouvaient pas faire de fête pour les 5. Le lendemain, Carole s'apprête à faire son entrée dans le monde des jeunes femmes. Premier maquillage. T'es belle, merveilleuse. Ta maman est jalouse. Première robe de soirée et premier talon. Je me suis entraînée à marcher à la maison pour essayer de ne pas tomber à la soirée. Maintenant ça va, je maîtrise. 22 heures. Comme le veut la tradition, la reine de la soirée fait son apparition avant ses invités. Qu'est-ce que t'es mignonne. Attention à ton maquillage. Pendant toute la nuit, des photographes vont suivre Carole à la trace, un peu comme des paparazzis avec une rockstar. Carole est fan de musique, c'est le thème de sa soirée. À ses côtés, Lady Gaga, Katy Perry ou Slash, le guitariste de Guns N' Roses, son groupe préféré. Des comédiens engagés pour la soirée, mais qui savent pousser la chansonnette. On s'y croirait. Enfin presque. Les invités de Carole sont tous des fils et filles de fonctionnaires de Brasilia, évoluant dans le même milieu social que ses parents. Il est presque minuit. Derrière la scène, Carole est un peu stressée avec sa robe des 15 ans. Elle n'a pas voulu de violon, mais un morceau des Guns N' Roses pour faire son entrée sur scène. Pour chaque fête des 15 ans, le papa présente d'abord sa fille aux convives. Et puis, c'est la fameuse valse. Pendant la soirée, Carole ne dansera pas qu'avec son père. La tradition veut qu'on lui trouve un prétendant. Luciana, la maman, a déjà fait son choix. C'est Bernardo, celui qui va danser avec elle. Je le trouve trop mignon. C'est un chouette garçon. Mais pour l'instant, Caro, elle n'est pas intéressée par ça. Bernardo, le prétendant validé par la maman, aura toute la nuit pour tenter de séduire Carole. Retour à Sao Paulo. Natalia, la fille de millionnaire, découvre sa soirée cinéma. Elle va aller de surprise en surprise. Direction les toilettes. Du sol au plafond, tout a été refait en rose, rien que pour elle. Une idée de Vic, le décorateur. Vic, j'adore! Tout cela pour rappeler l'un de ses films préférés, La Panthère Rose. Côté garçon, c'est Indiana Jones. C'est pas génial? Ne pleure pas, hein? Si, je vais pleurer. Ah, c'est trop! Il y a des vrais palmiers. Une ambiance jungle pour la pause pipi. Une déco éphémère. Elisa! C'est trop fort! J'y crois pas! Incroyable! Les 900 invités commencent à arriver. Tous issus du même monde. Blancs, riches, bien habillés. Au Brésil, la haute bourgeoisie forme une classe à part et ne se mélange pas. La reine de la soirée s'est changée, toute fière, dans sa robe en perles blanches. Le premier baiser, c'est pour son papa. Papa, merci! Il a payé sans sourciller les 400 000 € de la soirée. Dans la haute bourgeoisie de Sao Paulo, la règle est de saluer les invités un à un. T'es belle. Pendant 1h30,
la famille va se plier au protocole. Merci. Pour le papa, Antonio Ruiz Filho, réussir cette soirée, c'est une question de prestige. Ce soir, le but n'est pas de trouver un mari pour ma fille. Je veux simplement la présenter à la bonne société et qu'elle fasse la fête avec ses amis. Sous le portrait géant de la star de la soirée, le livre d'or et des messages tous plus affectueux les uns que les autres. Natalia, ma chérie, ton jour est enfin arrivé. Éclate-toi. Quant à Natalia, 4 heures après le début de la soirée, elle n'est toujours pas redescendue de son petit nuage. J'aime tout. C'est trop fort. C'est un rêve. Ciao. Sur la piste, c'est parti jusqu'à 8 heures du mat. Les jeunes de 15 ans font comme les grands, sauf que le champagne, ils le boivent à la paille. Après quelques gorgées, certains oublient leurs inhibitions. Si Natalia est restée sage pendant la soirée, autour d'elle, quelques alliances se sont formées au sein de la bonne société de Sao Paulo.